Bonjour. Alors, je vais continuer sur le même mode que Charles, sur l'Italie. On a un gros problème d'euro. L'euro ne peut fonctionner, Charles l'a dit, que s'il y a des transferts. Or aujourd'hui, on est dans une situation où il faudrait que Monsieur Macron et consorts aillent voir Madame Merkel et lui demandent gentiment de transférer 10% à peu près de son PIB par an aux pays qui sont déficitaires. Alors 10% du PIB, n'imaginez pas que Madame Merkel lui répondra oui. Donc, fin de l'histoire. C'est-à-dire que le déséquilibre ne peut que s'accentuer. Alors jusqu'à quand, vous savez, vous connaissez je ne sais pas si vous le connaissez, mais le fameux système Target qui montre justement ce déséquilibre croissant. Vous avez l'Allemagne qui est créditrice de 1000 milliards à peu près, et vous avez l'Espagne et l'Italie qui sont les deux plus gros débiteurs, qui sont débiteurs aux alentours de 450 chacun. Donc ce qui fait 900 et ce qui était à 900 milliards en début d'année, qui était à 800 en début d'année 2017, etc. Et donc ça ne fait que se creuser. Alors ça n'est pas un indicateur du moment où l'euro va éclater. Simplement, ça veut dire que le jour où l'euro va éclater, en revanche, il va y avoir un tout petit souci. Alors, ce système montre le déséquilibre, mais on le voit après au niveau des pays. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Italie ? L'Italie, vous avez 350 milliards de dettes qui sont des dettes pourries, dont 240 à peu près milliards qui sont des dettes irrecouvrables, c'est-à-dire zéro. 240 milliards, ça vous fait quelque chose comme 12% du PIB à peu près, d'où entre 12 et 14% du PIB. Et puis les 350, ça vous fait un peu plus de 20% du PIB. Et donc vous êtes dans une situation où vous avez ces dettes, qui sont des dettes pourries, qui sont dans les banques. Donc imaginez l'état des banques italiennes. Ce n'est pas que les banques italiennes d'ailleurs, hein, puisque vous avez des banques allemandes, vous avez des banques françaises. Je crois que les banques françaises détiennent 14% de la dette italienne. Pour vous donner des ordres d'idées, aujourd'hui les banques, c'est, si vous prenez toutes les banques européennes, les grosses banques commerciales européennes, c'est à peu près 50 milliards de fonds propres chacune, c'est une moyenne, hein, 50 milliards de fonds propres chacune, un bilan qui fait 1500 milliards, et il ne vous a pas échappé que 50 n'est pas 10% de 1500, or on vous parle toujours de ratio prudentiel, etc. Et à peu près 35 000 milliards chacune de notionnels, de dérivés, d'options, dans les bilans des banques. Là, les 35 000 milliards sont hors bilan à chaque fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour où vous avez un pépin, ça va faire très mal. Et là, on ne pourra pas faire comme on avait fait au moment de 2008, c'est-à-dire faire ce qu'on a appelé des bail-out, en fait, qui étaient des nationalisations, la nationalisation des pertes, et donc que nous avons tous payé dans nos impôts, bien sûr. Eh bien, vous ne pourrez plus le faire. Pourquoi ? Parce que les États aujourd'hui sont surendettés. On a déjà fait le coup en 2008. On a passé de la dette qui était de la dette du privé, on l'a passé au niveau de l'État. Les États étaient à peu près tous endettés autour de 50-60%, pas plus.
Et aujourd'hui, ils sont tous largement au-dessus de 100%. Donc, Charles l'a dit tout à l'heure, quand vous avez des pays qui aujourd'hui ont un potentiel de croissance qui est en Europe entre 0 et 1, je suis gentil quand je dis ça parce que ce serait plutôt entre moins 1 et plus 1. Et donc, quand vous avez des croissances qui sont quasi nulles et que vous avez un coût de votre dette qui, par le fait d'un taux d'endettement supérieur à 100%, quand vous avez 150% de dette et que vous avez des taux à 4, ça vous fait 6% à payer tous les ans. Si vous avez une croissance de 0, vous voyez ce que ça donne. Donc, du coup, vous êtes en récession permanente. Et là, c'est là qu'aujourd'hui, on a un souci, c'est qu'on sait très bien que ça ne peut pas fonctionner. Donc, les Italiens s'en sont aperçus. Les Grecs s'en étaient aperçus avant, mais ils se sont fait avoir par M. Tsipras, qui est un traître, et qui devrait être jugé pour haute trahison. Mais les Italiens, eux, ont compris ce qui se passait, et donc ils ont voté pour des gens qui étaient plutôt europhobes. Alors moi, mon opinion est que M. Salvini a amusé la galerie avec ses histoires de je refuse que des bateaux rentrent dans mes ports, et ça a très bien fonctionné d'ailleurs, ça a été haro sur M. Salvini, méchant extrémiste de droite. Et puis pendant ce temps-là, les gens n'ont pas remarqué qu'il nommait un certain nombre d'europhobes convaincus au poste clé de son administration. Donc je pense que ils sont en train de préparer la sortie de l'euro, qu'ils n'ont pas envie évidemment d'en supporter le poids, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'être montrés du doigt comme ceux qui sont sortis de l'euro, donc ils font tout pour énerver suffisamment M. Juncker, l'alcoolique notoire avec sa sciatique, qui rentre dans le jeu très bien puisqu'il il les insulte à qui mieux mieux, donc et ce qui leur permettra de le désigner comme le responsable de leur sortie. Mais il est clair que il faudrait, mais ça n'est malheureusement pas possible en France puisque l'euro est un dogme, est une religion. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui en parler calmement et en débattre calmement parce que vous êtes excommunié tout de suite. Hein, dès que vous parlez, dès que vous remettez en cause l'euro, Charles en sait quelque chose, il s'est fait excommunier plusieurs fois, mais vous êtes excommunié. Donc c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est vrai que c'est assez amusant intellectuellement quand même. Vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, on en a la preuve, tout le monde le dit, on le sait, on a des chiffres, et on vous dit « Ah ben non, il faut continuer ». Curieux. Bon. Et le seul argument qu'on ait, c'est de dire si on sort, ça va être catastrophique. Et évidemment, si on ne prépare pas la sortie, ça sera catastrophique. C'est-à-dire si on ne fait rien, si on ne s'y prépare pas, si on ne la pense pas, cette sortie, ça va nous péter la figure, et croyez-moi, là, ça fera des dégâts. Ça fera des dégâts dans les banques, ça va être un bain de sang. Et je vous rappelle quelque chose, c'est que on nous a sorti une petite nouveauté en Europe qui a commencé avec Chypre, qui s'appelle les bail-in. Bail-in, c'est rigolo. En gros, c'est pour sauver les banques, elles vont se servir sur vos comptes de dépôt. Voilà. Alors on vous dit pour vous rassurer, oui, mais vous inquiétez pas, il y aura une barrière à 100 000 euros. C'est une blague.
C'est une blague, pourquoi? Je vous ai donné certains chiffres de moyenne sur le bilan des banques. Pensez bien que, alors évidemment tout ce qui est la partie notionnelle n'est pas en risque, mais certains économistes ont calculé que vous avez 10% en risque. Mais 10% de 35 000 milliards, ça fait 3 500. Ça fait une fois et demie le PIB français, par exemple. Or ça, c'est le bilan de la Société Générale. Le bilan de la BNP, par exemple, c'est 70 milliards de fonds propres, 2 000 milliards à l'actif, 54 000 milliards de notionnel. 10% de 54 000, ça fait 5 400. S'il y a un pépin, ne serait-ce que 10% là-dessus, ça fait 540. Où sont les fonds propres? Donc, ils seront obligés de se servir sur vos comptes. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous fermez les banques. Parce que si vous ne les fermez pas, vous avez un bank run. C'est-à-dire que tout le monde fiche le camp. Vous avez la queue devant les banques et tout le monde veut retirer son argent. Donc, vous êtes bien obligé de fermer complètement les banques. Mais si vous les fermez, imaginons en Italie, est-ce que le type qui est en Espagne ou le type qui est en France ne va pas penser à aller chercher son argent à sa banque? Bien sûr que si. Donc ça veut dire que vous les fermez dans toute l'Europe. Donc si vous comptiez dormir tranquille parce que vous avez vos sous dans une banque et que vous imaginez qu'ils sont en sécurité, n'y croyez pas une seconde. Or, vous n'en ferez pas, vous ne passerez pas à côté de ça. C'est-à-dire que je ne sais pas quand ça se fera, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça se fera. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un système bancaire qui est hypertrophié, avec des risques qui n'ont pas du tout été, non seulement pas provisionnés, mais en plus, on n'a rien fait après 2008. C'est-à-dire qu'en 2008, on a failli tous sauter et on s'est dit peut-être que ça va leur mettre un tout petit peu de plomb dans la tête, peut-être qu'on va créer des règles qui vont faire que les banques vont être plus prudentes, qu'on va réinstaller ce qu'on avait appelé un Glass-Steagall Act, c'est-à-dire séparer l'activité marché de l'activité purement bancaire des banques, d'accord? Parce qu'au départ, une banque, c'est pas fait pour aller faire mumus sur les marchés financiers. Au départ, une banque, vous allez déposer vos sous et elle vous prête de l'argent, et elle prête de l'argent à l'économie. C'est ça une banque. C'est pas fait pour aller acheter des options sur le soja à l'autre bout du monde. D'accord? Donc, vous avez ces banques qui sont un système totalement hypertrophié, avec des créances pourries absolument partout, et dont on sait qu'elles ne seront jamais remboursées. Pourquoi? Parce que on est arrivé dans un système, et ça depuis un petit moment déjà, qui est un système qui est uniquement basé sur la dette. On ne sait pas aujourd'hui faire de croissance hors croissance de la dette. Il n'y en a pas. Donc quand vous voyez aujourd'hui, vous avez entendu Monsieur Trump qui vous sort sur le deuxième trimestre 4% de croissance, et puis sur le troisième, ça s'est un petit peu tassé, mais enfin on est toujours autour de 3% de croissance. Il a fait comment ces 3% de croissance? Il a fait avec de la dette. Aujourd'hui, les États-Unis, sur l'année 2018, vont prendre 1300 milliards de dettes supplémentaires. Pour faire quoi? Pour faire au final entre 2,5 et 3% de croissance, c'est-à-dire entre 5 et 600 milliards de plus de PIB. Donc il a acheté de la croissance. Puis il n'y a pas que lui, vous avez aussi les Américains qui ont acheté cette croissance, et qui l'ont acheté par quoi? Par de la dette. Parce que leur rémunération n'augmente pas. Vous regardez la rémunération défalquée de l'inflation, l'inflation annoncée, l'inflation officielle,
eh bien, vous voyez qu'ils sont au même niveau aujourd'hui, les rémunérations des Américains, médians, c'est au même niveau qu'en 2007. Et c'est au même niveau, à quelques centaines de dollars près, que 2000. Donc on vient de passer 20 ans sans absolument aucune hausse des rémunérations. Si vous n'avez pas de hausse des rémunérations, la croissance, vous la faites comment? Sachant que dans le calcul du PIB, entre 60 et 70%, c'est la consommation des ménages. Donc forcément, si vous avez de la croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ménages ont consommé plus. Oui, mais s'ils n'ont pas une rémunération supplémentaire, comment ils font-ils? Bien, ils s'endettent. Alors, on a atteint des sommets sur l'endettement pour acheter des automobiles. En plus, ils s'endettent sur 10 ans pour acheter une automobile qui sera foutue au bout de 5, mais c'est pas grave. Sur l'endettement des mortgages, enfin de l'endettement immobilier, sur la dette étudiante. La dette étudiante a atteint des plafonds, on est au-dessus on est à 1300 milliards, je crois, sur la dette étudiante à peu près. Avec là-dedans beaucoup de gens qui ne sont pas plus étudiants que moi, ou que Charles. Si, toujours étudiant, Charles? Non. Et donc, vous avez une croissance de la dette, vous savez que les Américains ont par exemple une dizaine de cartes de crédit sur lesquelles ils font un découvert. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas continuer, parce que c'est le seul moteur. Donc vous savez que la dette va continuer à croître jusqu'à un moment où ça sera tellement énorme que on atterrira sur la même chose qu'en 2008, c'est-à-dire sur des subprimes, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas rembourser. Donc ce système qui aujourd'hui est absolument basé sur la dette veut dire que qui la procure, qui la produit la dette, c'est bien les banques. Donc vous savez que la fin de l'histoire est proche, c'est-à-dire que les banques vont sauter et vous ne l'éviterez pas. Et donc le jour où elles vont sauter, eh bien il ne faudra pas avoir ses sous dedans, c'est mieux. Donc et c'est pour ça aujourd'hui que vous voyez quand même un gros mouvement à peu près dans tous les pays européens de débancarisation, parce que les gens sentent bien qu'il y a un risque, et qu'il y a un risque qui est de plus en plus important. Alors, il y a ça c'est l'aspect conjoncturel, mais vous avez aussi un aspect structurel. C'est que vous avez cette fichue démographie. Et là, on va repartir aussi sur l'Italie, parce que c'est une des grandes gagnantes sur cet aspect-là. La démographie, ça va changer complètement nos modes de consommation. Tous les pays occidentaux vieillissent. Et vieillissent à différents niveaux, mais vieillissent. Alors, en Europe, très avancé, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Italie, vous avez l'Espagne. Et ces pays-là, non seulement ils vieillissent, mais en plus, ils perdent de la population. L'Italie a perdu l'année dernière 100 000 personnes. Malgré le solde net migratoire. Donc il y a moins 100 000. Et ensuite c'est exponentiel, ça va très très vite. Donc vous avez ça en Russie. En Russie, en 2050, il y aura 20 millions de personnes en moins. Pas rien, En Italie, ça va baisser. En Allemagne, ça a déjà commencé fortement à baisser. En Espagne, c'est pareil. Vous avez un taux de fécondité dans ces pays-là qui est à 1,30. Je vous rappelle que le taux qui permet le remplacement, c'est 2,10.
Donc on est très très loin du compte. La Grèce c'est pareil, le Portugal c'est pareil. On est sur ces niveaux-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que un pays qui vieillit, quand vous avez 75 ans, vous ne consommez pas comme quelqu'un de 40. Je pense que c'est assez compréhensible. Donc vous ne consommez pas de la même façon. Puis vous consommez beaucoup moins, puisque votre rémunération baisse, et parce que vos dépenses baissent, en gros, on a calculé à 50% de ce que vous consommez quand vous êtes au pic de votre consommation, c'est-à-dire autour de la cinquantaine. Je m'élève contre ces idées, j'ai 75 ans. Oui, non mais bon, Charles. Formellement. Donc vous consommez moins et vous consommez différemment. Et aujourd'hui, en plus, ça c'est avec des rémunérations qui sont encore bonnes, parce que ils touchent encore leur retraite. Bientôt ça va changer. Et donc vous allez vous retrouver avec des baisses assez fortes de vos rémunérations quand vous passerez à la retraite. Et ensuite, vous serez obligé très probablement de vendre vos actifs et de continuer à travailler. C'est pour ça que Charles, tu continues à travailler. Voilà. Et donc, vous allez continuer à travailler, vous allez repousser l'âge de la retraite, vous allez diminuer votre retraite et vous allez vendre vos actifs. C'est beau tout ça, beau programme. Sauf que ça va réellement peser sur le taux de croissance normatif ou espéré dans ces pays-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une dette qui va augmenter de manière exponentielle. On va avoir des taux de croissance qui vont s'amenuiser au fur et à mesure que le pays va vieillir. Vous aurez un taux de dépendance ahurissant. Alors je vous dis tout de suite, dans les années 70, 75, vous aviez 4 actifs pour 1 dépendant. D'accord? Aujourd'hui, en Italie, vous avez 83 dépendants pour 100 actifs. Aujourd'hui, d'accord? Vous serez en 2035, vous serez en 2035, vous serez en dessous, ou au-dessus de 100 dépendants pour 100 actifs. Et en 2050, vous serez à 135 dépendants pour 100 actifs. Vous m'expliquerez comment ça marche. Moi, je n'ai pas trouvé pour l'instant. Oui, à 80 ans, comme les Japonais. Donc, vous savez que les Japonais, par exemple... oui. Le dis pas trop fort. Donc, le Japon, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, au Japon, il y a 126 millions de personnes. En 2050, on sera en dessous de 90 millions. Ce qui veut dire qu'ils auront perdu un tiers de leur population. Vous aurez, et pour vous montrer ce que ça donne, vous avez des études qui montrent que dès 2035 c'est demain, hein, en 2035, vous aurez 20 millions de logements vides au Japon. Ça peut vous indiquer le sens des prix de l'immobilier au Japon. Quand il y a 20 millions de logements vides, généralement, ça ne fait pas monter les prix. Donc toute la démographie va amener un certain nombre de modifications, va pousser les gens à vendre leurs actifs, donc ça va faire baisser le cours de ces actifs. Et c'est pas aujourd'hui nos brillants dirigeants, jamais à court d'idées,
qui nous explique qu'en repoussant l'âge de la retraite de 2 ans, ils vont régler les problèmes. Malheureusement, c'est pas au niveau. Et c'est pas au niveau non plus d'essayer de réfléchir à de la retraite par capitalisation. Vous savez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, tous les fonds de pension, notamment publics, mais pas que, mais tous les fonds de pension sont déficitaires, puis pas déficitaires un peu, déficitaires à 60%, avec des marchés qui sont au plus haut. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer le jour où les marchés vont reculer? À ce moment-là, les fonds, ils sautent. Ça veut dire qu'on ne peut plus payer les retraités. Ça peut être rigolo aux États-Unis aussi. Donc, c'est pas une bonne idée de venir maintenant nous expliquer qu'il faut faire des fonds de pension à la mode USA, de faire des fonds de pension en France, quand les marchés sont encore aussi au plus haut. Et quand l'euro n'a pas encore éclaté. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc aujourd'hui, on a des gens qui visiblement ne réfléchissent pas à ce genre de problème. Or, ces problèmes-là vont malheureusement être les problèmes de demain et pas d'après-demain. Donc ces histoires de démographie, c'est pas quelque chose dont il va falloir s'occuper dans 15 ans. C'est maintenant. Et malheureusement, je vous dis, ces problèmes sont absolument pas adressés. Et donc, je dirais qu'on a largement, malheureusement, dépassé le point de non-retour dans tous ces pays-là. Et donc, on va le payer. Voilà, mauvaise nouvelle.